Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la pétillante Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Aujourd'hui, on va parler des papas et mamans solo, les défis de taille pour le parent solo. C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour Claudia. Bonjour Manel. C'est la grande forme aujourd'hui, hein, j'ai vu. Parfait. Oui, vous êtes en forme, Claudia. Une belle toujours énergie, des blagues en direct. Alors Claudia, j'ai reçu déjà un message sur Instagram d'une auditrice fidèle. Elle est là tous les jours. Elle dit « Bonjour Manel, j'espère que tu nous feras rire ce matin. Ce n'est pas la forme. » Donc moi, Claudia, je ne sais pas si tu as une blague à lui raconter ou je plonge, je me lance parce alors, que j'ai une belle blague. Je n'ai pas... Ah ben vas-y alors, parce que je n'ai pas de blague à raconter, ça viendra peut-être. En tout cas, j'espère qu'on va faire sourire. Le sujet est un peu, mais j'espère qu'on fera sourire quand même, malgré tout le monde au cours de cette émission. D'accord, ma blague. Que fait une vache quand elle a les yeux fermés, Claudia ? C'est une question pour moi. Je soupçonne Manel d'être en fin d'année et d'avoir besoin d'images et d'audio pour son bêtisier. Donc, je ne sais pas. Définissez vache, je ne sais pas. Alors, que fait une vache quand elle a les yeux fermés ? Elle fabrique du lait concentré. C'est pas drôle, hein ? Ça commence. Mais j'espère que ça a remonté le moral. C'est pas drôle. C'est un début, Manel. Merci Claudia, merci pour vos encouragements. Ah ouais. Alors Claudia, les défis de taille pour... Mais voilà, vous rigolez, c'est le plus important, même si c'est une blague pourrie. Alors, les défis de taille pour le parent solo, c'est la suite. Aujourd'hui, on a déjà vu beaucoup de choses et c'était des émissions, Claudia, qui avaient suscité beaucoup de réactions de papa, maman solo, les parents ou les papas qui ne payent pas les pensions alimentaires, les difficultés. J'ai déjà donné beaucoup de conseils, Claudia, et de suggestions. Les deux émissions passées sont déjà publiées sur YouTube. Alors, je rappelle juste que vous êtes aussi maman solo. Vous êtes un exemple aussi, Claudia, je l'ai dit, je le répète, femme entrepreneur qui a bien réussi sa vie avec une fille magnifique, équilibrée, oui, mais je le dis, je le répète parce que j'adore votre vie, vous le savez, très bien éduquée, équilibrée. C'est vraiment l'exemple comme quoi un enfant peut être encore mieux épanoui avec deux parents séparés que deux parents, on va dire, qui ne s'entendent pas sous le même toit. Alors Claudia, la première question aujourd'hui, par rapport aux inquiétudes, parce que j'avais reçu beaucoup de questions, je m'inquiète quand mon enfant est chez l'autre parent, que ce soit la maman ou le papa, je ne sais pas quel genre d'éducation va lui donner, et même par peur que l'enfant reçoit des messages contradictoires. Oui, c'est vrai qu'il y avait et c'est à juste titre, hein, il y avait énormément de questions et il y a beaucoup d'inquiétudes concernant l'éducation des enfants, l'environnement. On a envie que ce soit parfait, le parfait étant comme chez nous. Et évidemment, à partir de ce moment-là, l'enfant va vivre dans deux foyers différents et donc potentiellement avec deux types de modes de fonctionnement, voire même d'éducation différentes. Et j'ai envie de dire, alors vous avez parlé de lâcher prise, je pense, dans la story, on va en parler beaucoup, mais pour être très concret, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, moi, je vais directement vous donner un conseil. Malheureusement, vous allez devoir admettre que votre modèle, que ce soit d'éducation ou autre, n'est pas le seul qui est valable. Ça, c'est une première chose. Difficile à admettre, hein, quand même, Claudia, oui. Parce qu'on pense toujours avoir raison. Voilà, non seulement on pense avoir raison, mais on est habitué à un mode de fonctionnement, on veut le meilleur pour ses enfants, et on pense que notre mode de fonctionnement est le meilleur. Donc, moi, je dirais, la première chose à faire, c'est vraiment déterminer la nature du problème. C'est-à-dire de se dire, vraiment, hein, avant de commencer à critiquer, grimper au rideau, de s'énerver, de dire, quelle est la nature du problème ? Est-ce qu'il est nuisible à court terme ou à long terme pour mon enfant?
Si la réponse est non, on oublie. Mais est-ce que ça ne dérange que moi? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce que c'est par éthique, par conviction religieuse, par histoire familiale? Est-ce que c'est moi qui ressens ça? Et il va falloir faire preuve de flexibilité. Vous savez, votre souci, c'est le bien-être de l'enfant. Les deux parents, c'est pareil. Le souci, c'est le bien-être de l'enfant. Et donc, si le papa ou la maman fonctionne de manière différente, s'il n'y a pas de danger de l'enfant, ça ne veut pas forcément dire que la manière dont il fait est la mauvaise. Si ça n'a pas d'impact à long terme, on peut être plus laxiste dans une éducation sans que ce soit négatif. On peut être plus strict sans que ce soit négatif. Moi, j'ai envie de dire, le meilleur baromètre, c'est vos enfants. Ah. Si eux ne reviennent pas avec des sentiments négatifs, si eux ne reviennent pas tristes, je veux dire, vraiment, eux, c'est le meilleur baromètre. Ils ont une énorme capacité d'adaptation. Donc aussi, faites-leur confiance. Au fur et à mesure, ils vont s'adapter aux deux types d'environnement. Et si eux se sentent bien, eh bien, il va falloir essayer de ne pas créer de problème là où il n'y en a pas, que ce soit pour vos enfants ou pour vous d'ailleurs aussi. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment parlé, vous avez parlé de conviction religieuse, c'est quelque chose que j'avais vécu de près avec une amie. Alors on ne sait pas des fois, Claudia, pour être honnête, on ne sait pas des fois si on est en train de prendre les bonnes décisions pour l'intérêt de notre enfant, ou on est en train de se dire j'ai raison et je pense d'une façon, on va dire, il n'y a pas qu'une seule vérité en plus, hein, Claudia. Ou alors je suis en train de prendre des décisions juste parce que c'est contre mon conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est aussi se mettre, on va dire, face à la vérité, se dire est-ce que je suis vraiment en train de prendre la bonne décision pour mon enfant, ou je le fais vraiment parce que l'autre n'est pas d'accord et c'est pour le contredire? Exactement. Donc quand je dis déterminer, il y a deux choses et vous avez raison, c'est déterminer la vraie nature du problème, est-ce qu'il y a vraiment un problème, et deuxièmement, ce que je ressens et ce que je veux prendre, est-ce que c'est donc pour le bien de l'enfant? Donc tout ce que vous allez faire, et d'ailleurs évidemment l'idéal, on parle là de situations qui ne se passent pas bien, l'idéal c'est de discuter, et l'idéal c'est de un minimum discuter, même si c'est par mail, mais rappelez toujours à votre conjoint, et en le faisant vous allez vous le rappeler à vous-même aussi, que c'est dans le bien et l'intérêt de l'enfant et pas contre lui. À partir du moment où vous prenez des décisions contre l'autre, vous ne les faites pas pour le bien de l'enfant, même si c'est par rapport à vos propres convictions, ou la question à se poser là, c'est de dire il y a une autre situation, qu'est-ce qui est le mieux dans cette situation qui ne changera pas? Qu'est-ce qui est le mieux pour le bien de mon enfant? Et à partir de là, oui, encore une fois, admettre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, et que l'enfant ne sera pas impacté négativement dans sa vie. Et ne pas exclure systématiquement ce que l'autre dit ou propose, parce qu'on pense justement avoir raison. Claudia a un SMS. Bonjour mesdames, comme vous le disiez, certains pères, quand ils divorcent de la mère, divorcent des enfants aussi. Un enfant grandit avec un seul parent est parfois difficile. Comment aider nos enfants quand on sent qu'ils ont un manque? Donc elle parle d'un manque, parce que ce n'est pas forcément systématique. Enfants de parents divorcés, ils ont systématiquement un manque. Donc elle dit comment les aider quand on sent qu'ils ont un manque, comment les aider pour se reconstruire. Merci pour vos conseils. Alors, ça on l'a déjà dit, hein, parce que se dire je suis toujours papa, ou je parle des papas parce que une maman, rarement, je parle de statistiques encore une fois, je ne suis pas en train de généraliser, mais une maman va très rarement divorcer aussi de ses enfants quand elle divorce du papa. Il y a plus de mamans solo. Exactement, il y a plus de mamans solo. Claudia, donc se dire je divorce, d'accord, mais je ne divorce pas des enfants et je reste papa à plein temps. Oui. Je souligne, j'étais papa à plein temps, je continue à être papa à plein temps. Mais comment en fait aider les enfants à se construire si je vois qu'ils ont un problème? Mais alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Il y a d'abord, on dit il y a plus de mamans solo. À partir du moment où les parents se séparent, il y a deux parents solo. Il y a aussi plus de mamans solo parce que généralement, elles reconstruisent leur vie moins rapidement, évidemment. Donc, il y a plus de mamans solo. Le papa
démissionnaire. Vous avez raison, il est papa à plein temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand on n'est pas présent, on est papa. Donc, quand on sent quand c'est pas la situation et qu'on sent un manque ou un problème chez l'enfant, à nouveau, la première chose, c'est est-ce que nous sentons le manque et le problème? Et est-ce que ça nous touche nous? Ou est-ce que réellement l'enfant sent le problème? Si c'est l'enfant, vous parliez de moi, c'est par exemple mon cas avec ma fille. Et du coup, il faut vraiment se poser la question, tiens, est-ce que c'est à moi que ça fait mal de se dire, bon ben voilà, le papa, par exemple, n'est pas présent, ou est-ce que c'est vraiment à l'enfant et est-ce qu'il y a vraiment un manque du côté de l'enfant? S'il y a un manque du côté de l'enfant, il n'y a pas j'ai pas de recette magique il faut parler avec l'enfant et voir vraiment ce qui est difficile. Je vous ai dit la dernière fois, même si la séparation se passe mal, idéalement faire comprendre à l'enfant qu'on est toujours une famille et que ses parents l'aimeront toujours parce que, vous l'avez dit, on divorce de son conjoint mais pas de ses enfants. C'est extrêmement important. Donc, à partir de ce moment-là, il pourrait rester dans une situation de sécurité, tout en sachant que ces parents-là, c'est pas une question non plus de voir à 100% ou voilà, c'est vraiment une question de présence et de savoir que l'autre parent est là et qui va pouvoir compter sur lui. C'est pas une question de quantité de temps. Et donc, si ça n'existe pas et si ça pose problème à l'enfant, mais il faut l'écouter, en parler et suivant le degré de problématique, éventuellement se faire accompagner. Mais la première question, c'est vraiment de voir, est-ce que c'est à moi que ça pose problème? Est-ce que c'est à moi que ça fait mal? Est-ce que c'est moi qui m'inquiète? Moi, je l'ai eu aussi de m'inquiéter, de dire, tiens, est-ce que ça aura des répercussions plus tard? Et voilà, on est triste pour ses enfants, mais est-ce que l'enfant lui-même est triste? Ça, c'est la première question à se poser. Donc, Claudia, quand vous dites parler à l'enfant, être un peu psychologue, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te fait mal? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Enfin, besoin, quand je parle peut-être de besoin psychologique, émotionnel, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Est-ce que tu aimerais voir... Enfin, est-ce que... La garde, Claudia, poser aussi la question à l'enfant, même s'il a par exemple que 4-5 ans, lui poser la question, est-ce que tu veux aller chez papa, maman? Alors, attention, d'abord, je voudrais mettre une attention sur la manière dont on pose les questions à l'enfant, parce que, et je vous remercie pour cette question, parce qu'effectivement, il faut être très prudent avec ce qu'on dit. Quand on dit parler à l'enfant, ça ne veut pas dire le traiter comme un adulte et tout échanger avec lui. Donc, ça veut plus dire l'écouter attentivement. Et pour l'écouter attentivement, aussi poser les bonnes questions. Lorsqu'il revient de chez son père ou de l'école ou l'accablé de questions, c'est pas une bonne idée non plus. Donc vraiment parler à l'enfant, c'est pouvoir l'entendre, aussi le non-verbal, pouvoir lui poser des questions, mais au bon moment. Et vous me posiez la question, est-ce que c'est bien de dire est-ce que tu vas aller chez l'un ou chez l'autre? L'idée n'est pas de lui demander son avis. En tout cas, je pense que c'est important de dire aux enfants quand ils sont petits, voilà, papa et maman sont là, c'est eux qui décideront. Alors, est-ce que tu as une préférence? Il faut faire attention, ça dépend vraiment. Si les parents sont OK pour se dire, bon ben voilà, on va lui demander et peut-être que... Pourquoi pas demander à l'enfant? Maintenant, si c'est imposé par la loi, par un jugement, si les parents ne s'entendent pas entre eux, je pense que demander à l'enfant, ça n'a pas beaucoup d'autre sens que après de dire à l'autre conjoint, oui, mais voilà, lui préfère. Et là, à 4-5 ans, enfin, c'est le mêler à une discussion qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens si on sait... Parce qu'il est jeune, Claudia, ou on peut poser à l'âge, par exemple, à un adolescent, on peut lui poser la question? C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est pas une question d'âge, à partir du moment où les parents s'entendent, vous posez la question à n'importe quel âge, vous lui dites, mais c'est nous qui allons décider, on va faire au mieux pour toi. Si vous entendez qui dit, moi j'ai vu des enfants qui disent, moi mais voilà, je suis petit, j'ai plus besoin de ma maman, pourquoi pas essayer, l'écouter, l'entendre et arranger la garde comme ça. Maintenant, si c'est imposé, même si c'est à l'adolescence, si c'est imposé par la loi que ça se passe extrêmement mal entre les deux conjoints, posez la question à l'enfant. Le seul point, c'est après de le mettre dans le conflit, quoi. Je veux dire, pourquoi lui poser la question si on sait qu'on n'a
pas d'autre impact que d'utiliser sa réponse pour dire à l'autre voilà ce qu'il préfère. Utiliser, donc, à partir de là, on prend l'enfant dans le conflit. Et utiliser les enfants, je crois, quand on avait déjà parlé de ça, je crois que c'est la pire des choses. Utiliser l'enfant, son avis, ce qu'il peut dire de l'autre papa, de négatif ou maman aussi, c'est aussi une sorte de maltraitance. Utiliser l'enfant, c'est aussi J'ai envie de dire que c'est plus destructeur, à mon sens, c'est mon avis personnel, c'est plus destructeur que, par exemple, une éducation qui serait différente chez l'un ou chez l'autre. À mon avis, c'est extrêmement destructeur. Oui. Magnifique, merci Claudia. Alors, oui. Non, je voulais ajouter à ça aussi, n'oubliez pas que non seulement c'est destructeur pour l'enfant, mais au final, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous allez avoir l'effet contraire, parce que ça, c'est prouvé statistiquement. L'enfant, généralement, prend parti pour le parent le plus faible ou qui est rejeté ou qu'on critique le plus. Ah, ok. Donc, ça n'a d'intérêt pour personne. Et se victimiser, des fois, on en joue, hein, Claudia. Oui, c'est vrai, Claudia. Alors, Zakia, elle est nouvelle sur Instagram. Bonjour, Zakia. Elle dit « Coucou Manel et Claudia, haha, la blague ». Donc, vous voyez, Claudia, elle a quand même... voilà, ma blague, elle n'était pas si pourrie que ça. Je n'ai pas dit qu'elle était pourrie. Alors, elle dit merci pour l'émission. J'en ai une autre, j'ai une autre blague, mais je n'ose plus raconter des blagues en direct. Merci pour l'émission, toujours aussi magique. Pas si simple d'être parent solo. Il faut être partout à la fois et tout assurer seul, surtout lorsqu'un des parents est démissionnaire et ne partage pas la même vision du sens de la responsabilité. Alors, une fois de plus, on parle du sens de la responsabilité. Là, je crois que c'est clair. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent ne pas avoir ce sens de la responsabilité. J'ai des responsabilités envers mes enfants. Claudia, comment se débarrasser justement de cette surcharge mentale. J'ai un problème avec surcharge, ça c'est un, et sagesse. Voilà, donc, moi je lis beaucoup de pression dans ce message, Claudia. Comment se débarrasser de la surcharge mentale, voilà. Mais ce que... Zakia nous dit est très vrai, et j'aurais peut-être dû commencer. Ce que je voudrais dire, c'est que là on donne des conseils. Moi je partage mon expérience, mais au final on est, et certainement en début de séparation, dans une grande détresse. On doit se réorganiser et on fait au mieux. C'est-à-dire que chaque parent va faire le mieux qu'il peut. D'accord ? Et donc, ça, c'est quand même extrêmement important, parce que c'est toujours simple de donner des conseils. Vous l'avez dit, c'est pas toujours facile de les appliquer, surtout quand on est sous stress. Et croyez-moi que quand c'est quelque chose qui n'est pas voulu, ça apporte évidemment un lot d'interrogations sur les enfants, sur comment je vais m'organiser, sur, comme le dit votre auditrice, à partir d'un moment, on court dans tous les sens. Oui. Donc, comment, pour cette surcharge mentale, ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne s'installe pas, alors, vous avez parlé de lâcher prise, effectivement. On va aussi parler, c'est très à la mode, de travail sur soi. Alors, là aussi, moi, ça me dérange un petit peu, parce que voilà, lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre du recul, travailler sur soi. J'aime un peu moins cette idée. Ça devient très à la mode, travailler sur soi, et ça devient presque culpabilisant pour les gens à qui on dit oui, mais voilà, il faudrait quand même travailler sur toi. Même cette phrase, Claudia, lâcher prise, moi, il y a des moments où c'est difficile pour moi, Claudia, lâcher prise, mais comment lâcher prise ? Oui, et puis de temps en temps, quand on est peut-être complètement perdu, il y a des situations, moi je pense qu'il faut rattraper prise plutôt que de lâcher prise. Mais en tout cas, la définition utilisée par les spécialistes est très correcte. Il faut lâcher prise, et il y a un travail sur soi à faire. Mais utiliser un petit peu comme on l'utilise maintenant, je trouve qu'il y a un côté un peu culpabilisant qui voudrait dire bon ben voilà, faut travailler sur soi, et finalement tout va venir de toi, oui, parce que toi tu vas travailler sur toi.
Bon, c'est pas tout à fait vrai. Et en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'avant de travailler sur soi, la chose qui me semble moi primordiale, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'on peut pas travailler sur soi si on ne se connaît pas. Et qu'est-ce que ça veut dire se connaître? Ça veut dire qu'on va être submergé d'émotions, tristesse, colère, dégoût, culpabilité. On va être submergé d'émotions. Et je trouve ce qui est extrêmement important à ce moment-là, c'est de pouvoir s'arrêter un moment et de reconnaître ses émotions. De se dire, tiens, voilà, ce que je ressens maintenant et aujourd'hui, cette colère, cette tristesse, etc. Première chose que je conseille, c'est, est-ce que ces émotions sont les miennes ? Je m'explique. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment des choses que je ressens ou est-ce que c'est des choses qui sont des automatismes chez moi ? Mis par exemple aussi par la famille, par la culture, etc. La dernière fois, on n'a pas pu répondre, mais beaucoup d'auditeurs nous parlaient de culpabilité. Donc, est-ce que ce sentiment de culpabilité qui va me faire réagir d'une certaine manière par rapport à mon conjoint, par rapport à mes enfants, est-ce que ce sentiment de culpabilité est un sentiment vraiment qui m'appartient? Est-ce que c'est par rapport à ce que moi je crois? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été émis par mon éducation, par mes croyances, encore une fois par la famille? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient ou est-ce que c'est quelque chose qui est chez moi un automatisme parce qu'on m'a dit, je donne un exemple, divorcer, je viens d'une famille où on a dit divorcer, se séparer, c'est pas bien et c'est pas bon pour qu'est-ce que les gens vont dire, ou même une femme, ça ne se sépare pas, ça ne vit pas seule. Une femme qui est seule, c'est mal vu. Et donc, du coup, on a ces croyances-là en nous et on va réagir au moment où on se sépare avec des sentiments et des émotions qui, au final, ne sont pas les nôtres, qui sont des choses qu'on nous... Et de ça, il va falloir se débarrasser pour pouvoir avancer. Claudia, vous êtes en train de parler et en même temps je suis en train de faire comme une séance de coaching ou une thérapie sur moi. Parce que ça me parle ce que vous dites. Est-ce que ce sont des émotions qui sont les miennes ou ce sont des automatismes? Et je me rends compte que même mes émotions à moi, Claudia, ce sont des automatismes dans la plupart des cas. C'est le vécu, c'est ce que j'ai vécu avec quelqu'un d'autre, mon enfance, avec les parents, avec d'autres situations. Et on reproduit toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle en PNL des émotions conditionnées. Alors, pour citer le test de Pavlov que vous connaissez certainement avec le chien à qui on donne une gamelle et qui salive, et au moment où il salive, on active une cloche, et donc Pavlov a fait ce test et au final, le chien n'a plus besoin de voir la gamelle. Au moment où on active la cloche, il salive. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle une émotion... Oui, complètement conditionné. Donc l'émotion de j'ai envie de manger, de bien-être n'est pas du tout due à la nourriture, elle est simplement conditionnée. Ce qui veut dire qu'on peut avoir comme ça un tas d'émotions qu'on s'est appropriées de par notre chemin de vie, et que au final, à chaque fois dans une situation donnée, vous savez, par exemple la peur, vous voyez une araignée, vous avez peur des araignées. Vous avez peur des araignées. À force d'avoir peur des araignées, si vous ne travaillez pas là-dessus petit, par exemple avec vos enfants, vous allez toute votre vie avoir peur des araignées jusqu'à ce que vous fassiez un travail sur vous, au point que vous n'allez même plus devoir voir l'araignée. Le simple fait d'y penser va engendrer chez vous une peur. Une émotion négative. Négativement désagréable, on va dire. Ou en tout cas désagréable pour vous. Et vous avez raison, désagréable, c'est-à-dire plus que désagréable, c'est une émotion, parce que la peur en soi, c'est là pour un réflexe de survie, c'est pas une mauvaise émotion. La colère peut être utile aussi. Ça va être plutôt une émotion qui ne vous sert pas à avancer. C'est une émotion qui va vous bloquer. Et à partir de là, et croyez-moi, on est tous faits de ce genre d'émotions. Certains de vos auditeurs disaient, voilà, on l'a vu pour la vie amoureuse, mais aussi pour le travail. Je répète toujours les mêmes choses. Est-ce que, avec les émotions, c'est pareil? C'est-à-dire qu'on prend un chemin qu'on pense habituel, on dit voilà, c'est moi. D'ailleurs, il y a des gens qui disent je suis comme ça, et non, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire que inconsciemment, vous avez raison, on prend
à chaque fois le même chemin sans s'en rendre compte. Ouais. Et tant que ça ne nous pose pas de problème, c'est OK. Je veux dire, tant que l'objectif est atteint, que c'est OK, on vit ça très bien. Mais quand on est dans une situation plus compliquée, c'est bon, à mon sens, de s'arrêter sur ces émotions qui, au lieu de nous faire avancer, nous bloquent, et de se dire, est-ce que c'est vraiment, enfin, ce ressenti, est-ce que c'est mon ressenti, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est vraiment une émotion qui m'appartient? Magnifique. Claudia, la gestion des émotions, je crois que personnellement, ma vie tourne autour de ça, la gestion des émotions. J'ai déjà fait, je crois, 2 émissions sur la gestion des émotions avec Monsieur Mohamed Mnoujra, mais j'aimerais tellement avoir votre version des choses. Mais pour ça, je crois qu'on va se donner rendez-vous en mois de septembre pour la nouvelle saison. Parce qu'ici, on est bientôt à la fin de cette saison-là. La gestion des émotions, ce que vous dites, Claudia, ça me parle beaucoup. J'ai encore beaucoup de questions. J'ai reçu aussi beaucoup de questions sur Instagram. Mais si vous permettez, on va devoir prendre une courte page, publier. Non, pas courte, on va danser un peu aussi, Claudia. On va danser un peu. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Magnifique chanson de Mohamed Mouhi Qadiyya que Claudia Jiménez adore. Oui, j'adore cette chanson, merci beaucoup. Et je commence à la connaître, je viendrai vous la chanter en septembre. Vous la mettez même dans la voiture, hein, Claudia. Alors, on se retrouve, Claudia, pour notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, on parle des parents solos, les défis de taille des parents solos. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors sur Instagram, je n'ai même pas eu le temps de rentrer à la maison ou de retirer mon manteau pour danser. Alors, danser, Claudia, pour justement, parce qu'on parle de se débarrasser de la charge mentale. Mais oui, on se le disait en faisant le petit break, c'est un sujet sérieux et la situation est sérieuse quand vous la vivez. Autorisez-vous alors à danser, à chanter, peu importe, mais à prendre du temps pour vous, parce que là aussi vous allez avoir l'entourage qui va pas trouver ça bien. Je veux dire, c'est de bon ton d'être. Alors c'est pas tout le monde, mais quand même c'est assez mal vu. C'est plutôt de bon ton d'être un peu triste, de se battre, surtout pour la femme, mais bien sûr danser, chanter, prenez du temps pour vous, c'est aussi important, et en tout cas ça libère de l'endorphine et ça fait du bien. Danser, chanter, bien s'entourer des personnes positives qui aiment bien danser comme Claudia, qui aiment bien rire, qui aiment bien raconter des blagues pourries comme la mienne. Alors Sarah sur Instagram, Claudia, elle dit se dire, donc elle parle de comment se débarrasser de la charge mentale, se dire qu'il existe pire, et il parle des parents qui se retrouvent seuls avec des enfants dans des pays où il n'y a pas de sécurité. Il parle de guerre. Se dire qu'il y a pire, on entend souvent ça, Claudia. Est-ce que ça peut vraiment nous aider? Il y a des personnes que ça aide, et en tout cas, relativiser, ça aide toujours. D'accord, ça aide à relativiser. Maintenant, des gens qui... c'est pas évident pour tout le monde de relativiser d'une manière ou d'une autre. Quand on a un souci, généralement, c'est le souci le plus important de la Terre, quel qu'il soit. Et j'ai envie de dire, là aussi, on a le droit, et c'est normal. Quand on est dans une impasse, quand on sent que c'est difficile, alors ça peut aider de se dire, il y a pire, mais au moment où on le vit, le plus important, c'est notre problématique. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, et que, en tout cas, au moment où vous le vivez, celui que vous devez résoudre, c'est ce problème-là, et pas ceux des autres. Et se dire, il y a pire, pour relativiser encore une fois, c'est OK, ça peut aider. Se dire, il y a pire, en se culpabilisant, en disant, il y a pire, donc moi, j'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens maintenant, et mettre le problème de côté, ça, par contre, ça me semble une mauvaise idée. Ça vous semble une mauvaise idée. Alors, Claudia, allez consulter. Vous êtes coach et consultante, formatrice. Je reçois ici aussi beaucoup de coachs, beaucoup de psychothérapeutes. Claudia,
des fois, pour certaines personnes, c'est difficile de prendre le téléphone ou l'annuaire et chercher un coach ou un psychologue ou un psychothérapeute ou un consultant, n'importe, et aller consulter Claudia. Quand on se sent pas bien, que la charge est tellement lourde qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on a des émotions au point d'avoir carrément des fois des symptômes physiques. Ça m'est déjà arrivé, je vous ai déjà dit ça, Claudia. J'ai des symptômes physiques, je me sens tellement mal que j'ai des douleurs au cœur. Claudia, aller consulter, c'est quelque chose que vous conseillez? Bien sûr, se faire aider, ça peut être d'abord l'entourage, mais si c'est difficile pour l'entourage des situations de divorce aussi, donc en parler, ça aide toujours. À la bonne personne. Oui, à la bonne personne, parce que en parler, vous savez, c'est le petit hamster, il y a des gens qui vont se reconnaître, c'est le petit hamster qui tourne dans sa cage, quoi, hein, qui tourne, et en parler, ça permet d'ouvrir cette porte. Vous savez, moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles au moment de la séparation, et je sais que j'avais moi-même fait appel à un coach de temps en temps, et aussi une amie, et je me souviens très bien que je l'appelais, que je disais, voilà, j'ai pas forcément besoin que tu me donnes un conseil ou quoi, j'ai juste besoin de verbaliser pour sortir de ce cercle vicieux de mes pensées. Donc rien que ça, vicieux des pensées, oui, effectivement. C'est ce petit toujours les mêmes animal idées qui tourne, et voilà. Donc oui, allez consulter, trouver la bonne personne, celle qui vous convient. L'avantage d'un coach, c'est quoi? C'est qu'il va vous aider à vous focaliser sur des solutions et pas sur le problème, hein. Et il va vous aider à trouver un chemin qui sera le vôtre, parce que je pense que l'avoir dit précédemment aussi, une situation n'est pas la même. Il y a autant de situations de séparation et de monoparentalité qu'il y a de personnes. Chaque situation est différente, et donc vous allez recevoir des conseils de gens qui ont vécu la même chose, et c'est bien de les entendre, mais votre situation à vous, vos émotions à vous, ce que vous vivez est particulier, vous est propre, et donc c'est votre chemin que vous allez devoir construire dans ce qui est une nouvelle vie, quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, et donc devoir avoir d'autres schémas. Et c'est ça qui fait que les gens sont perdus à ce moment-là, c'est qu'ils sont bien conscients qu'ils doivent avoir d'autres modes de fonctionnement, d'autres schémas, parce que c'est une nouvelle situation, mais qu'on ne sait pas trop comment faire. Et là, vraiment, un coach, c'est l'idéal, parce qu'il va vous aider à trouver vos solutions, et non pas, il ne va pas vous donner des conseils, vous donner un plan ou dire faire ça, mais il va vraiment faire en sorte que vous écoutiez grâce à lui et à ses questions, et à ce que vous définissiez votre propre chemin vers ce que vous voulez atteindre. Alors Claudia, vous êtes coach et vous dites j'ai fait appel à une coach. Et je connais des psys qui font appel à des psychothérapeutes qui font appel à des psychothérapeutes. Donc même les professionnels du coaching, de la psychologie ont besoin aussi d'être écoutés et d'être suivis. Donc vraiment mettre son ego de côté et à ne pas vouloir demander de l'aide. C'est s'autodétruire en quelque sorte. Oui, bien sûr, mais demander de l'aide, il y a rien de mal à ça. Encore une fois, ça pourrait être une croyance que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. On l'a dit, je pense. Ce qui est important, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions, hein, parce que en fait, on cherche des solutions. On voit les auditeurs ont des questions, donc il faut pouvoir se poser la bonne question sans le filtre de ses émotions, sans le filtre de sa colère, sans le filtre de son passé. Et donc, pour s'auto-poser les bonnes questions à ce moment-là, c'est extrêmement difficile. Donc oui, faites appel à quelqu'un, et qu'on soit coach ou pas. Il y a des moments où c'est bien d'être questionné par d'autres, parce que nous, on est avec un filtre d'émotions à ce moment-là qui nous empêche peut-être d'avoir toute la lucidité nécessaire sur nous et sur la situation. Claudia, sur Instagram, 3 messages de 3 personnes différentes. Je ne citerai pas les noms, mais les 3, le même problème pour les 3 personnes, c'est les pensions alimentaires non payées. Alors Claudia, on va devoir prendre une très très courte page publicitaire, très courte, et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice. Les. C'est comme... le ou les, Claude. Le ou les, décide-toi, même. Les, alors, les. Les, allons-y. Allons-y pour les. Soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Les défis de taille pour le parent solo. C'est la suite aujourd'hui. Merci très chers auditeurs. Merci pour vos messages. Merci Myriam sur Instagram. Mes auditeurs sont juste incroyables et auditrices. Merci beaucoup pour vos messages. Alors Claudia, les astuces pour se débarrasser de la charge mentale. Ici dans cette émission, vous avez beaucoup parlé de la vie sociale, l'importance de rester, d'avoir une vie sociale et de prendre le temps pour soi. Je vous écoute Claudia. Prendre le temps pour soi, c'est primordial. Pas donner tout le temps à ses enfants ni au travail. Bon, avoir une bonne organisation. Donc, soyons clairs, très pratiquement, achetez-vous des post-it, des fluos, ce que vous voulez, mais trouvez une manière de vous organiser et surtout entretenir. Alors, quand on dit prendre du temps pour soi, l'idée, c'est d'entretenir une vie sociale. Okay. Parce que d'expérience, je peux vous dire, et peut-être que certains partagent ça avec moi, on se retrouve tout d'un coup dans une nouvelle bulle. Et si on n'entretient pas ce lien social, ben on a l'impression un peu de vivre quelque chose, d'être sur une autre planète. Et très vite, on a l'impression que... On amplifie nos problèmes. Voilà, on a l'impression que c'est la vie et que ce sera toujours comme ça. Et que, donc, très vite, essayez d'entretenir cette vie sociale, hein, que ce soit par le sport, les amis, mais de vraiment prendre du temps pour vous. Organisez-vous, je dis en rigolant, achetez des post-it, etc. Mais pourquoi pas? Donc, parce que vraiment, une bonne organisation, une de vos auditrices disait, on court dans tous les sens. Je vous le confirme, vous courez dans tous les sens. Et donc, il va falloir développer le sens des priorités, l'urgent versus les priorités. Et donc, oui, il va falloir s'organiser. Et là, je dis, il faut, moi qui n'aime pas les injonctions. Mais là, il faut. Mais là, je pense qu'il faut vraiment, si on veut pas, si moi je vis avec des listes un peu partout. Et les enfants aussi, hein, apprenez-leur l'autonomie. C'est l'occasion d'apprendre l'autonomie aux enfants. Et vous aussi, devenez autonome. Vous retrouvez seul, suivant votre degré d'autonomie. Quand je dis autonomie, c'est un petit peu... vous savez, l'autonomie, celle que vous apprenez aux enfants quand ils roulent à vélo, quoi. C'est-à-dire remettez des mécanismes en place de fonctionnement de fonctionnement seul. Et voilà, c'est une belle occasion de faire autrement et de faire autre chose. Donc ça peut être aussi, bizarrement peut-être, certains vont peut-être l'entendre comme bizarrement, mais ça peut être une remise en question, une période de remise en question extrêmement positive et l'occasion peut-être de guérir de certaines blessures intérieures, mais de prendre des opportunités de faire de nouvelles choses. Claudia, merci pour le message vraiment sur Instagram, c'est R.Ali, merci pour le message. Elle dit divorcée depuis 7 ans, c'est la première fois que sa fille rate son année. Donc je crois que les enfants, ils ont eu les résultats cette semaine, hein, oui, Claudia. Donc elle dit elle a raté son année et elle dit je suis au bout de ma vie. Alors Claudia, rater son année, ça peut être le cas de tout le monde, pas forcément d'un enfant de papa, maman divorcé. Et des fois, je ne sais pas, pour moi, comme vous avez dit, pour nous, ça peut être un grand problème. Mais donner le droit quand même à l'enfant de rater son année. Pour moi, c'est un droit. J'ai pas bien étudié, j'avais pas la même méthodologie de travail, j'ai peut-être mal géré mon année scolaire. Vous savez, on sort d'une période aussi cette année. La personne nous dit, je suis séparée depuis 7 ans, c'est la première fois. Ça n'a peut-être absolument rien à voir avec la séparation, mais ce qui est intéressant, si l'auditrice me permet de rebondir sur ce qu'elle dit, c'est quand elle dit je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Voilà, je reviendrai à ce que j'ai dit au départ, quoi. Cette émotion, ce ressenti, est-ce que c'est vraiment le vôtre? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes au bout de votre vie? Est-ce que l'échec, pour vous, c'est problématique? Est-ce que c'était problématique dans votre famille? On a parlé d'échec. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Donc, c'est assez fort ce que vous dites. Je suis au bout de ma vie. Est-ce que c'est... Voilà. Quelle est la raison, le ressenti derrière ça? Posez-vous la question. Dans le pire des cas, maintenant...
qu'est-ce qui peut arriver, et peut-être que vous verrez que ce n'est pas si grave que ça, et que voilà, c'est l'occasion d'une nouvelle chance. C'est une année compliquée aussi pour les enfants, donc voilà, c'est peut-être pas. Ce n'est pas si grave que ça, effectivement. Et puis Claudia, est-ce qu'on peut par exemple prendre une feuille et noter avec son enfant qui a raté son année? Moi je dis, et alors? Il a raté, et alors? L'inviter à écrire ses nouvelles résolutions pour l'année prochaine. Voilà, je vais étudier tel et tel, combien d'heures par jour, je vais dormir un peu plus tôt, je vais faire plus d'exercice physique. Est-ce que ça peut aider l'enfant à prendre, ou alors à entamer une nouvelle année avec des nouvelles mesures? Oui, alors ça dépend un peu de la personne. Encore une fois, ça dépend pourquoi il échoue, ça dépend quelles sont les problématiques derrière. Mais en fonction de la personnalité de l'enfant, de toute manière, verbaliser, écrire, prendre des résolutions, s'y tenir, c'est jamais quelque chose c'est toujours positif. Donc oui, pourquoi pas. Clairement. Alors Claudia, c'était une parenthèse par rapport aux enfants et ados aussi qui ont eu leurs résultats, qui ont raté. Et il y a l'or. Et en tout cas, bravo à tous d'avoir terminé l'année. Bravo, merci Claudia. Cette année. Alors Claudia, il me reste 1 minute. Je sais que vous n'aimez pas cette phrase, mais je l'avais annoncé dans il vous reste 1 minute, moi peut-être quelques de plus. Alors Claudia, on va un peu sur Internet pour trouver les astuces pour bien s'organiser, autant que parents solo. On trouve tout noté, se fixer des créneaux, millimétrer, avoir un agenda, patati patata, beaucoup de choses. Pour moi, c'est juste encore beaucoup de pression. Qu'est-ce que vous en pensez? 1 minute, s'il vous plaît, Claudia. Je pense qu'effectivement, c'est beaucoup de pression. Et donc, puisqu'il me reste 1 minute, je résumerai en disant ce que j'ai dit la dernière fois. Soyez gentil avec vous-même. Acceptez que vous n'êtes pas parfait, mais que vous faites le mieux possible. Acceptez que l'autre n'est pas parfait, mais qu'il fera certainement pour son enfant du mieux possible. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres cours, mais en général, quand même, c'est pour le bien de l'enfant. Et voilà, et pensez à ce que vous ressentez et assurez-vous que ce soit positif dans le sens où vous pouvez construire quelque chose avec et que ce n'est pas un sentiment ou une émotion qui vous bloque parce qu'elle est là à cause de la société, de la famille, de autres. Osez ressentir vos émotions, mais servez-vous-en pour avancer, pour construire quelque chose, s'il faut, avec l'aide d'un coach ou d'un psychologue. Et surtout, soyez aimable et gentil avec vous-même. Soyez aimable et gentil avec vous-même. Je n'arrête pas à le répéter tous les jours, Claudia, toutes mes connaissances. Soyez gentil avec vous-même. Claudia, vous serez encore là demain avec Madame Nisrine Achak pour nous donner les astuces, comment rompre avec le passé et vivre ses rêves. Je crois que c'est un sujet qui me parle aussi beaucoup. Donc, je donne déjà rendez-vous à mes auditeurs demain, 9-10 heures sur Arabelle. Merci Claudia. Merci très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.